Bonjour, je suis Corinne et je suis très contente de vous retrouver sur le podcast de Réussir son orientation. Durant les épisodes, je vais vous donner des conseils pratiques et concrets pour préparer votre orientation, prendre les bonnes décisions et ne pas vous tromper dans vos choix de formation. Alors si vous êtes parent et que vous voulez y voir plus clair pour aider vos enfants au collège, au lycée ou dans le supérieur, ou bien élève à la recherche d'informations, ce podcast est fait pour vous. Bonne écoute! Hello, aujourd'hui j'ai décidé de m'intéresser aux études au Canada. En effet, énormément d'élèves que j'accompagne envisagent de s'orienter vers le Canada, plus particulièrement le Québec, mais sans trop savoir à quoi s'attendre. Alors pour cela, j'ai rencontré Louise, qui est une étudiante qui est à McGill depuis 2 ans. Et je lui ai posé les questions qu'on me pose tout le temps, à savoir comment fonctionne le système universitaire québécois et canadien, quelles sont les grandes universités où on peut retrouver les Français, quels sont les domaines qu'on va étudier au Canada, le coût des études et la vie étudiante au Canada et plus particulièrement à Montréal, puisque Louise est à Montréal. J'espère que cet épisode va vous plaire et surtout qu'il va aussi vous permettre de répondre à des questions que vous vous posez aussi. Bonne écoute! Ok, bonjour Louise et merci de répondre à mes questions aujourd'hui. Donc, comme je te disais juste avant, la raison pour laquelle je suis intéressée par la discussion avec toi, c'est que je crois que depuis le début de l'année, j'ai eu au moins 4 ou 5 étudiants élèves qui m'ont posé des questions sur les études au Canada. Et je me suis dit que plutôt qu'ils t'appellent tous en parent, je pourrais peut-être moi te poser des questions et que ça pourrait aussi intéresser d'autres personnes. Alors, avant que je commence avec toutes mes questions, et j'en ai plein, est-ce que tu peux rapidement nous dire qui tu es et ce que tu fais au Canada? Alors, bonjour Corinne, je m'appelle Louise, donc je viens de terminer ma 2e année à l'université McGill à Montréal, donc qui est une université anglophone. Mais moi, à la base, j'ai appris l'anglais au collège et au lycée en France. J'ai pas du tout fait, de section anglaise ou américaine et voilà, je suis jamais habité là-bas non plus, Ok, avant de déménager, en début d'année. super. Et tu étudies quoi là-bas, toi? J'étudie les sciences politiques, le développement international et l'environnement, voilà. D'accord. Et c'était ton choix, enfin, t'as envisagé d'autres choses en France ou tu étais vraiment fixée sur le Canada? Alors j'étais vraiment fixée sur le Canada, enfin, on m'a introduit l'idée du Canada, parce que justement c'était une option qui était en anglais, donc je parlais bien anglais et c'était un peu un de mes rêves ou buts de partir au Canada, enfin de partir, étudier en anglais et que le Canada s'est présenté comme une option qui cochait pas mal de cases. Ouais. Voilà, qui me laissait pas mal de flexibilité aussi par rapport à ce que je voulais faire parce qu'avant de avant d'entrer en terminale, hem, j'avais aucune idée ou même avant de de finir la terminale, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire, hem, de ce que je voulais étudier, du domaine dans lequel je voulais travailler. J'hésitais, en fin de première, j'ai fait un stage dans un hôpital en médecine, donc Mhm. finalement, c'est pas du tout ce sur quoi je suis partie, mais j'avais vraiment aucune idée. Et donc, en France, je me dirigeais, donc j'avais demandé aussi des licences de Sciences Po, droit et des prépas et j'avais été prise. Donc l'option, si j'avais pas eu le Canada au final, ça aurait été de partir en prépa BL euh, à Dijon. Voilà. D'accord, d'accord, ok, très bien. Donc là, maintenant, ça fait enfin oui, alors 2 ans, parce que tu as eu l'année Covid où tu étais à la maison. Donc ça fait Oui, vraiment 2 années d'études et une année où tu es, à Montréal. exactement. Ok. Alors, la première question qu'on me pose tout le temps, c'est finalement, alors on va rester peut-être sur le Québec, peut-être, je ne sais pas si, est-ce que le Québec, ça fonctionne comme le reste du Canada ou c'est spécifique au niveau de Non, l'université? ça fonctionne de la même façon que le reste du D'accord. Canada. Ok. Alors, la question qu'on me pose souvent, c'est est-ce que c'est le même système qu'en France, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des écoles comme les écoles d'ingénieurs, des BUT, l'université? Est-ce que le système, il est identique? Alors, je suis pas, moi je connais beaucoup le système universitaire et un peu moins les autres systèmes. Et notamment,
je connais aussi bien le système secondaire qui arrive à l'université, enfin, ou le système primaire qui arrive à l'université. Mhm. Donc, effectivement, les élèves, ils sont en primaire plus ou moins comme nous. Après, ils passent, je veux dire, l'école primaire, ils passent dans le secondaire, et entre le secondaire et l'université, ils ont 2 ans, donc en gros de 17 ans à 19 ans, enfin, terminale plus une autre année, où ils sont où ils se spécialisent déjà vers quelque chose. Donc, les élèves généraux qui vont probablement aller à l'université, ils vont dans ce qu'ils appellent la cégep. Et donc, souvent, ces élèves-là, après, ils vont à l'université. Mais il y a d'autres formations un peu plus professionnalisantes qui se font à partir de 17 ans dans ces années-là. Voilà. D'accord, ok. Mais donc, ce que tu veux dire par là, c'est que finalement, la voie pro, un peu IUT, BTS, etc., elle se fait plus tôt. Elle se fait 1 an plus tôt, mais techniquement, ils ont aussi terminé l'école secondaire. Et ce qui est intéressant, c'est que l'université dans laquelle moi je suis ne me fait pas rattraper cette année de cégep qui me manque par rapport aux élèves québécois. Mais par exemple, à HEC Montréal, donc l'école dans laquelle est mon frère, il est forcé en quelque sorte, il a une première année U0 qui n'est pas, qu'il doit faire alors que les Québécois ne la font pas à cause du cégep. Okay. Finalement, toi, ta licence, elle dure 3 ans, celle de ton frère, elle dure 3 ans, mais dans les faits, elle dure 4, quoi. Puisqu'il a la ça lui donne un niveau bac plus 4. Enfin, ça change pas grand-chose, ça fait une licence, un bachelor, mais ouais. Avec une année de plus. Ok, je comprends. D'accord. Donc, toi, en fait, les élèves avec lesquels tu arrives, donc, ils vont faire des études quand même plutôt générales. Ils ont eu 2 ans avant où ils ont déjà commencé à à se spécialiser un petit peu finalement. Donc, la spécialité de McGill, c'est quand même qu'il y a énormément des écoles à Montréal, de manière générale, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'étudiants internationaux. Donc, il y a beaucoup d'Américains qui sortent du lycée aux États-Unis. Il y a quand même beaucoup de Français qui sortent aussi du lycée. Et finalement, on s'attend pas, enfin, les profs, etc., ne basent pas leur cours sur le fait que les élèves ont fait une année de cégep avant, ou 2 années de cégep plutôt. Et je pense que c'est aussi le cas dans les autres universités à Montréal, où tous les élèves arrivent avec des passés différents et pas forcément un historique standard, comme ça pourrait être comme un prof d'université pourrait s'atteindre en France. Ouais, je Donc, comprends. avoir des élèves qui sortent d'un bac, soit S, en tout cas à mon époque, soit S, soit L, soit ES, ou alors des spécialités, mais en tout cas d'un bac. Donc, dans les faits, ils ont des élèves de niveau complètement hétéroclite, mais eux, ils prennent le parti de on recommence tout à zéro et tout le monde est au même niveau, quoi. Donc, c'est pas un souci. Je pense que les universités, après, fixent quand même des niveaux d'entrée qui dépendent en gros, du niveau. Genre, s'ils savent que un élève américain aura un niveau un peu plus faible, soit ils mettent des requirements d'entrée qui sont un peu plus hauts, soit en plus, ils leur font faire une année en plus où il y a des cours un peu plus généraux. Voilà. Ok, je comprends. Donc, en fonction de ce que les universités, de ce que le programme, de ce que les élèves auront besoin pour faire le programme, il y aura soit le niveau dans certaines matières sera plus élevé à l'entrée, soit il y aura des cours à faire en plus pour compléter. Ok, je comprends. Voilà. Donc, non seulement ils vont te demander, donc toi, tu arrives de France, l'université canadienne, elle va te demander des notes minimum dans certains sujets, peut-être une moyenne au bac à un certain niveau. Voilà. Mais s'ils estiment qu'en plus de ça, tu as des matières que tu n'as pas suivies, tu vas peut-être devoir faire certains modules pour rattraper le niveau des élèves qui ont été à la cégep, quoi. Disons que, donc moi, je fais Sciences Po, donc c'est, pour le coup, il n'y a pas vraiment c'est assez facile, entre guillemets. Donc pour moi, le niveau d'entrée, c'était 15 de moyenne générale au bac.
En management, ils demandaient 14,5 en maths, en plus des 15 de manière générale. Et par exemple, donc moi, j'ai fait un bac S, pour aller en ingénierie, ils demandaient 15 ou 16 de moyenne générale au bac, plus 15, je crois, en physique, en maths et en SVT, je crois. Voilà. Ça, et à côté de ça, les élèves français sont obligés de reprendre certains cours qui sont dits basiques et que d'autres élèves de d'autres pays pourront éviter. En gros, le bac français donne des équivalences dans certains cours, mais pas à tous. D'accord. C'est vachement élevé quand même, 15, 16. C'est le cas dans toutes les universités au Canada. Elles demandent toutes des niveaux aussi élevés? Pas toutes, mais je pense qu'ils demandent quand même un niveau de travail qui est assez... Enfin, ils veulent que les élèves puissent suivre. Je sais que... Enfin, dans mon cas, je travaille entièrement en autonomie. J'ai très, très peu de suivi de profs ou de conseillers d'éducation ou quoi que ce soit. Donc, je pense que mettre un niveau minimum, ça permet quand même de s'assurer que les élèves vont travailler suffisamment et ne vont pas se retrouver écartés du programme. Mais je pense qu'il y a différents niveaux qui peuvent être demandés suivant les universités. D'accord. Donc, la première différence, par exemple, donc, quand j'entends avec la France, c'est qu'en France, une fois que tu as été sélectionné par rapport à tes bulletins et ton Parcoursup, t'es pris. Là, il va falloir aller jusqu'au bout parce qu'il va falloir que tu aies ton bac avec une certaine mention et des notes minimum. Donc, ça, c'est la première différence. La deuxième différence aussi par rapport, par exemple, à une école ou à Sciences Po, c'est que finalement, tu n'as pas énormément d'heures de cours, mais tu es quand même plutôt toute seule. Et ça, c'est général. Voilà. J'ai 15, je crois que c'est à peu près toujours pareil. J'ai 5 cours par semestre, à peu près 3 à 4 heures de cours par semaine. Et donc, ça fait qu'en tout, je tourne à moins de 20 heures en cours par semaine et qu'à côté, j'ai beaucoup d'articles et de journaux, de publications scientifiques à lire. Et sur lesquels il faut que je prenne des notes parce qu'il faut que je sois capable de les citer si je dois écrire un essai à la fin du semestre. Et donc, ouais, ça demande quand même beaucoup de travail à côté. Enfin, en fait, c'est très modulable, mais suivant la moyenne qu'on veut avoir à la fin. Je pense aussi que pour moi, ça serait possible de réussir sans rien lire, mais que j'ai intérêt à travailler pour avoir une bonne moyenne et avoir accès après et en fait savoir ce qu'on me demande, parce que je pense que si on me fait faire ça, il faut quand même que j'en tire quelque chose et c'est nécessaire que je lise, etc. pour comprendre. Oui, puis j'imagine aussi que, enfin, tu vois, moi, c'est ce que je dis aux élèves que j'accompagne. C'est vrai que l'université, tu peux y aller en travaillant un minimum, mais si tu veux être pris en master, tu as intérêt quand même à avoir des bons résultats, parce que sinon, tu n'as pas ta place en master. Donc, tu n'as pas trop le choix, finalement. OK, donc première différence, il faut avoir les notes. Deuxième chose, il faut savoir travailler de manière autonome. Il faut être capable de faire des lectures, de prendre des notes, d'avoir des références, à l'anglophone, quoi, finalement, pas à la française, où tu bases ta connaissance sur là, c'est t'appuies ton raisonnement sur des papiers, de la recherche qui existe. C'est exactement ça. Oui. Enfin, et ça, on t'a montré... Excuse-moi, vas-y. Non, moi, c'est mon ressenti et c'est comme ça, en tout cas dans la faculté, donc ce qu'ils appellent arts, qui est les sciences humaines, sciences sociales. C'est beaucoup comme ça que les élèves travaillent, ou que les cours fonctionnent de manière générale. Et alors, l'autre question que je voulais te poser aussi, c'est, donc, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de Sciences Po, d'école de commerce, etc. C'est plutôt l'université en général. Est-ce qu'on peut se faire des petits parcours un peu modulables à la carte, ou alors est-ce qu'il y a un chemin, comme en France, le droit, l'histoire, les Sciences Po? Comment ça fonctionne? Alors, ça dépend beaucoup du domaine. Donc, ce que je disais, c'était que dans la faculté d'art, de manière générale, ils ont peu de prérequis. Donc, moi, j'avais aucun cours. Il n'y a pas un cours que je prends que j'aurai en commun avec un élève
qui est dans la même faculté que moi, mais qui décide de faire des statistiques ou de l'histoire des arts. Enfin voilà, tout ça, ça tombe dans le même domaine. Ça va fonctionner plus ou moins de la même façon. Je pourrais techniquement prendre des cours dans ces domaines-là parce qu'on me laisse le choix, mais j'ai aucune obligation de le faire. Donc la façon dont ça fonctionne, c'est que on choisit, il y a plusieurs modèles en quelque sorte, en tout cas dans la faculté d'art. On peut prendre des majeurs qui demandent 12 cours, donc il faut avoir pris chaque semestre, on peut prendre 5 cours, et donc il faut qu'un certain nombre de ces cours qu'on va prendre tous les semestres soit dans un domaine particulier. Et si on en a pris 12, ça fera une majeure. Si on en a pris 6, ça fera une mineure. Et après, si on veut faire des cursus un peu plus poussés, il y a la possibilité de faire honors qui demande un niveau un peu plus élevé. Enfin, voilà, c'est qu'il y a plus de prérequis. Il y a par exemple une thèse à écrire. Et ça, pour le coup, c'est plus... Et il y aura plus de cours aussi à prendre. Je ne sais pas exactement, 18 ou quelque chose. D'accord. Peut-être plus que ça encore, je ne sais pas. Donc, tu as quand même une certaine liberté dans les modules que tu vas choisir, quoi, finalement. Exactement, voilà. Et aussi, ce que moi j'aime beaucoup, c'est que je choisis effectivement mon curriculum. Donc, j'ai décidé que je voulais faire une majeure en Sciences Po, une mineure en développement international parce que je trouvais parce que ce qu'on apprenait dans ces cours-là m'intéressait et que je trouvais que ça se connectait bien avec les Sciences Po, et une mineure en environnement parce que c'est un thème d'actualité et que ça me permettait aussi de mobiliser des connaissances que j'avais acquises au lycée, parce que venant d'un bac S. Et je trouve que ça fait un mix qui est intéressant. Voilà. Et il y a des élèves qui font des doubles majeurs en différents sujets. Sciences Po, développement international, c'est un classique, mais histoire et histoire de l'art, par exemple, histoire et lettres classiques, ou même Sciences Po et économie. Voilà, il y a une façon de faire des combinaisons en fonction de ce qui intéresse les élèves et de leurs objectifs à la fin. Mais je pense que, moi, la façon dont j'ai conçu mon éducation, je suis partie de ce que j'aimais pour aller pour définir mon programme et pas de ce que je voulais faire dans le futur. Je comprends. Oui, de toute façon, c'est quand même mieux parce que ce que tu vas faire dans le futur, ce n'est pas forcément clair, alors que si tu le construis sur ce que tu aimes, c'est mieux. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'aide là pour faire tout ça ou tu te débrouilles toute seule? Alors, il laisse aussi énormément de flexibilité. Enfin, il y a quand même de la flexibilité au niveau des cours qu'on choisit, dans le sens où il y a ce qu'ils appellent des cours, des electives, qui sont des cours qui ne comptent ni pour une majeure, ni pour une mineure. Donc, dans un programme qui compte... donc, moi, j'ai fait 5 cours par semestre pendant 6 semestres, ça fait 30 cours. C'est ça? Ouais. Donc, il y a 12 cours pour la majeure, 6 cours pour chaque mineure. Et après, il me reste encore 6 cours. Enfin, 5. Non, 6. Et ça, il me reste 6 cours à la fin d'électives, qui sont des cours dans lesquels je peux faire n'importe quoi, en gros, prendre n'importe quel sujet. Et donc, à mon premier semestre, j'ai choisi un cours de Sciences Po très basique, un cours de développement international très basique, un cours d'environnement basique, un cours de lettres classiques, parce que c'est quelque chose que j'avais aussi fait au lycée et qui me plaisait potentiellement. Celui de base, j'ai décidé à la fin de ce semestre d'arrêter cette matière-là parce que la façon dont c'était enseigné ne me convenait pas. Et ça ne pose aucun problème par rapport à mes mineurs et mes majeurs. D'accord. Mais n'empêche que ça compte comme élective. Tu es toute seule quand même face à tes choix, quoi. C'est que tu n'as pas un conseiller qui va te dire, donc tu es devant ton ordinateur et tu dis, donc il faut quand même avoir cette responsabilité de choisir son parcours, quoi. À l'inverse d'un parcours un peu tout fait qu'on pourrait avoir en France, quoi. Sauf que, voilà, exactement. Donc, mais moi, je pense que je l'ai vu plutôt comme un aspect positif et non comme une responsabilité, dans le sens où ça me laisse
la possibilité d'explorer des cours qui me plaisent plutôt que d'avoir à prendre un cours de statistique parce que ils jugent que c'est utile pour le métier que je veux faire, alors Oui, que c'est ça. pas forcément. Ouais. Et qu'il est au programme et qu'il faut le faire alors qu'en fait, tu n'as pas Voilà, envie. exactement. Je comprends. Ouais, super, très bien. Ok, donc j'entends bien les points de l'entrée qui est sur critères. J'entends aussi le fait que c'est un peu du programme à la carte qu'on choisit et de beaucoup d'autonomie, donc savoir rédiger, etc. Sinon, ça va être un peu compliqué. Les grandes universités qu'on va trouver, elles sont toutes, enfin, il y a toi, tu es dans un programme anglophone, il y a aussi des programmes francophones. C'est quoi, enfin, des grandes là où les Français vont le plus souvent? Alors, il y a un fonctionnement spécial entre le Québec et la France, d'où le fait qu'il y a autant d'étudiants français au Québec. Et donc, il y a beaucoup d'étudiants, enfin, les étudiants français qui vont au Canada vont souvent au Québec. Ouais. Et donc, souvent, atterrissent forcément beaucoup à Montréal. À Montréal, il y a 4 universités principales, 2 anglophones et 2 francophones. Comme université francophone, du coup, il y a l'Université de Montréal, qui est très bonne et dont dépend aussi HEC Montréal, que j'ai mentionné, je crois, tout à l'heure. Voilà, donc qui est le département du commerce en particulier, qui propose des programmes assez divers. Je connais quelqu'un qui fait du cinéma, par exemple, à Montréal, à l'Université de Montréal, donc ce qui n'a rien à voir avec des domaines plus institutionnels comme les Sciences Po, etc. Mais enfin voilà, il laisse beaucoup de choix. Il y a aussi beaucoup de choix. C'est des grosses universités à chaque fois, toutes. L'autre université francophone s'appelle l'UQAM. Ah oui. Je connais un peu moins, mais je sais qu'ils proposent aussi des cours. Je pense aussi qu'il y a moins de Français qui partent là-bas parce que c'est un peu plus, c'est peut-être moins, ça a peut-être moins une visée internationale. Ouais. Et après, du côté anglophone, McGill et Concordia, on considère souvent, enfin, de manière générale, on considère que Concordia est un peu moins bien que McGill, mais propose quand même des programmes qui sont différents de ceux de McGill ou qui a des meilleurs programmes que McGill. Je ne sais pas si ça... Ouais, il y a par exemple un programme d'écriture qui n'existe pas à McGill, d'écriture libre, ou un programme d'environnement qui est mieux apparemment à Concordia qu'à McGill. D'accord, ok. Voilà. Il faut rentrer dans les détails de tous les curriculums pour aller voir. Voilà. C'est super. Il y en a aussi à Québec, des universités que tu connais? Ou les alors, à Montréal? Il y a évidemment d'autres universités. Est-ce que je ne me rappelle pas du nom de celle de Québec? Si, l'UQAC, Université du Québec à Québec. Il y en a une dans une ville qui s'appelle Sherbrooke, qui s'appelle l'Université de Sherbrooke. Ouais. Toutes les deux francophones. Laval, non? Et donc, il y a quand même beaucoup d'universités. Ouais. Ok. Alors, l'autre question qu'on me pose aussi assez souvent, et on a un peu cette croyance en France qu'il y a des sujets qu'on ne peut pas étudier au Canada, comme je t'avais dit tout à l'heure, par exemple la médecine, c'est un sujet qu'on ne fait pas au Canada. Est-ce que toi, tu es d'accord avec ça? Est-ce que de ton expérience? Alors, dans mon expérience, il n'y a pas vraiment... Enfin, il n'y a pas... C'est pas qu'on ne peut pas le faire, c'est que en sortant du programme français, on s'attend à entrer en médecine dès la sortie du bac. Enfin, dès le bac. Alors qu'au Canada, c'est pas le cas. Il faut passer forcément par un bachelor. Donc, faire 3 ans de biologie ou de chimie ou de je sais pas quoi, avant de pouvoir accéder aux études de médecine. Et pour le droit, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il faut d'abord passer par un bachelor en sciences politiques. En fait, il y a beaucoup de sujets qui sont intéressants, enfin, qui peuvent être comptés comme étant comme valables pour le droit.
avant d'accéder du coup aux études de droit à proprement parler, D'accord. qui commencent du coup à bac+3. Ok. Et qui vont durer alors combien de temps? C'est juste un master ou tu sais, ça dépend? Alors, non, c'est plus qu'un master. Je pense que ça fait quand même des grosses études. Ça fait des 6-7 ans à post-bac. D'accord, ouais, comme en France. Oui, oui. Non, mais de toute façon, c'est pas très différent dans ce sens-là. C'est juste que du coup, il y a ces premières années qui comptent, enfin, qui ne font pas à proprement parler partie des études de médecine D'accord. Bon, ou de droit. qui peuvent aussi te laisser le temps de réfléchir un petit peu. Voilà, non, mais c'est exactement ça. Et il y a beaucoup d'élèves qui réfléchissent, enfin, aussi, en fait, qui considèrent le droit comme étant une option à la sortie de leur bachelor, mais qui peuvent aussi décider de faire un master finalement, ou qui ne sont pas pris en droit et qui décident de faire un master dans leur domaine. Donc, s'ils avaient fait un bachelor en Sciences Po, de continuer dans les Sciences Po, au lieu de partir en droit. S'ils avaient fait, ou même de bifurquer un peu de chemin, parce que pareil, ils sont un peu plus cool sur les passerelles entre les différents domaines. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu as fait une licence Enfin, il y a moyen voilà, de se connecter, de faire un master dans un domaine qui ne touche pas exactement à celui qui en avait fait Tu peux avant. faire ta Voilà. licence Sciences Po et devenir avocate, quoi. Alors ça, c'est pas du tout un problème, mais je pensais même à des gens qui sortent J'avais parlé à quelqu'un qui avait fait un bachelor en géographie. Donc, c'est pas exactement la même chose que ce qu'on apprend en cours de géographie au lycée, Oui. mais c'est voilà, beaucoup à voir avec les dynamiques, etc. Et qui avait utilisé le fait qu'elle avait eu des bonnes notes dans son bachelor, parce que aussi c'était un domaine qui était un peu moins prisé par les élèves, pour rentrer en école de droit. Et du coup, du coup, ça n'avait pas posé de problème. D'accord, du ok. tout. Et donc là, on en vient justement à la suite après le bachelor. Donc, on n'est pas finalement obligé, après son bachelor au Canada, de rester au Canada. On peut aller n'importe où ou on reste au Canada en général? Alors, souvent, quand même, il y a des élèves qui... en fait, l'avantage, c'est que les études à Montréal, donc au Québec, ne sont pas très coûteuses. Donc, il y a beaucoup d'élèves qui peuvent se permettre, par rapport notamment aux études aux États-Unis, qui peuvent se permettre de commencer un master directement après leur bachelor. Mais de manière générale, c'est quand même le système nord-américain. Et donc, souvent, les élèves travaillent, les élèves, ceux à la sortie de leur bachelor, ils commencent par travailler quelques années avant de faire des diplômes, des masters, etc. Ce qui fait sens aussi, parce qu'une fois que tu as travaillé, tu vois un petit peu le master qui va te servir. Exactement, ouais. Donc, alors, si on en vient justement au coût, parce que je crois que c'est aussi la question qu'on me pose souvent, est-ce que ça coûte cher, l'inscription dans la fac, les études en général, la vie à Montréal et au Canada en général? Alors, par rapport au coût des études, moi, je pense que ça peut paraître comme cher pour quelqu'un qui viendrait du système français où on est quand même habitué à ce que ce soit gratuit, concrètement. Mais, parce que donc, l'université en France est gratuite. Mais au final, moi, mon bachelor coûte à peu près 10 000 $ par an, ce qui faisait, parce que du coup, ça a un peu changé, mais à peu près 7 000 €. Enfin, ouais, c'est ça. Maintenant, plutôt 7 500 € par an, ce qui n'est pas, ce qui est assez peu comparé aux universités américaines, aux universités en dehors du Québec, et aussi au prix que payent les internationaux au Québec, parce qu'en tant que Français, on a un tarif préférentiel qui fait qu'on paye le prix canadien et non le prix Québec, mais non le prix international. Voilà. Okay. Donc, ce qui fait quand même moitié moins. Hein. Donc, ok, d'accord. Et à côté de ça, il faut payer l'hébergement aussi et la vie en général, c'est cher? Oui. Alors, il y a beaucoup de...
c'est un peu, enfin, donc moi, je connais assez mal le prix de l'immobilier en France. Il y a des prix qui varient énormément parce que le marché de l'immobilier à Montréal n'est pas régulé exactement, enfin, du tout comme celui en France. C'est beaucoup plus simple, je crois, de louer en fait, les contraintes et pour les locataires et pour les propriétaires ne sont pas du tout les mêmes qu'en France. Donc on trouve vraiment, en fait, on peut trouver quasiment tout, D'accord. n'importe quel prix. Mais après, du coup, ça vient avec une certaine qualité, des services dans le sens que si je pense pas qu'un propriétaire se pliera en quatre pour quelqu'un qui ne paye pas Oui, beaucoup non, moi, j'imagine. de loyer, J'imagine. etc. Et Et la vie, de manière générale, c'est, je pense que c'est à peu près comme en France, voilà. Enfin, en termes de sortie et de nourriture de manière générale. Enfin, il y a des articles, je pense que pour les trucs de la nourriture de base au supermarché, c'est à peu près, pour les trucs vraiment basiques, c'est à peu près pareil. Mais il y a des choses qu'on paye beaucoup plus cher. D'accord. Et je ne sais pas vraiment pourquoi. Ok. Est-ce qu'il y a des bourses aussi pour les étudiants français qui voudraient, alors, soit des bourses par rapport aux revenus, mais je pensais plutôt peut-être des bourses au mérite pour les élèves qui ont des bonnes notes ou qui sont sportifs, ou est-ce que tu sais ça? Oui, je sais que ça existe. Je ne sais pas pour les bourses pour les élèves sportifs, mais ça doit exister. Je sais que les bourses au mérite existent. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. Et il y a aussi des bourses pour les gens qui ont besoin. Je ne sais pas non plus exactement. J'imagine que ça dépend aussi de chaque université et qu'il faut aller voir les Voilà. universités pour ça. Ok, mais ça existe. Et en fait, comment, parce que tu dis que tu n'as quand même pas non plus énormément d'heures de cours, donc la vie à côté de l'université, la gestion comme ça de cette vie, la vie à Montréal, ça se passe comment, quoi, pour toi? Alors, moi, jusqu'à maintenant, j'ai quand même une expérience qui était très teintée par le Covid, parce que il faut savoir que le Québec a eu quand même une gestion qui était beaucoup plus stricte du Covid que la France. Ouais. C'est-à-dire que j'ai quitté le Québec en début mai 2022 et il y avait encore des masques, alors qu'en France, il y avait encore eu un confinement en janvier, alors qu'en France, le masque avait été arrêté plusieurs semaines avant et qu'il n'y avait pas eu de confinement depuis longtemps. Voilà. D'accord, ok. Et donc, mais sinon, il y a énormément de restaurants. Je crois que, enfin, j'ai une amie qui dit que Montréal, c'est la ville où il y a le plus de restaurants par habitant. D'accord. Donc voilà, plus de variétés, je pense que en France, enfin que dans les grandes villes françaises. Voilà, en termes de vie de soirée, il y en a aussi énormément. Même Oui, si je il y a pense une vie que étudiante, quoi. Il y a des il y a une vie associations. il y a énormément d'étudiants en fait. C'est une ville où il y a quand même 4 universités. Donc évidemment qu'il y a beaucoup d'étudiants et qu'il y a aussi des quartiers qui sont vraiment, enfin il y a plusieurs quartiers étudiants et donc du coup forcément la vie qui va avec, ouais. Oui, bien sûr. Et alors, la dernière question que j'aurais à te poser, alors elle est très subjective, hein, mais puis comme tu dis avec le Covid, tu pourras peut-être pas forcément m'y répondre, mais c'est loin quand même pour les Français et le Canada. C'est difficile ça, de se retrouver si loin, si jeune finalement, de ses parents? Alors, dans ton Alors, expérience, évidemment, hein, chacun ouais, aura la sienne. je pense qu'il faut être prêt à. C'est évident que du coup, on ne peut pas rentrer tous les week-ends. Non, Il faut être prêt à gérer. Ça peut paraître. En fait, pour moi, ça n'a pas été un problème, mais j'imagine que ça peut être un problème pour certains, d'avoir à gérer effectivement le quotidien, d'avoir à donc faire ses courses, cuisiner à manger, faire le ménage, etc. Il faut le linge, il faut pouvoir gérer les problèmes qui viennent avec les appartements. Enfin, oui, voilà. Et tout ça, c'est des choses qu'on est obligé de gérer tout seul. Enfin, on peut demander de l'aide, évidemment, mais moi, j'avais pas de famille qui habitait à Montréal. Donc, je pouvais pas non plus compter sur quelqu'un pour régler mes problèmes. mhm,
Après, pour moi, la distance et le fait de ne pas pouvoir rentrer, ça n'a pas été trop un problème, mais c'est sûr que c'est une question d'indépendance, en fait, et Ouais. de capacité à... Oui, j'imagine que c'est quand même quelque chose, si on envisage des études au Canada, c'est quand même quelque chose à réfléchir aussi. C'est-à-dire que c'est loin, donc il faut quand même y penser. C'est loin, ça va demander beaucoup d'indépendance au niveau de ses études aussi. Donc en fait, on va tout de suite passer le lycée, c'est fini, quoi. Il n'y a pas de transition en douceur qu'on peut avoir en France. Donc ça, c'est aussi, il faut peut-être se poser la question, savoir est-ce qu'on est assez mature pour pouvoir faire ce saut dans le vide. Mais je pense, parce que j'y ai réfléchi, voilà, qu'il faut que une des choses qui va faire que ça va pas fonctionner, ça va être justement de douter de soi et qu'il faut prendre qu'il n'y a pas de choix de toute façon, il faut prendre le problème, il faut traiter les démarches administratives au moment où elles se présentent, il faut traiter les problèmes quand ils se présentent parce que on a une possibilité de pas s'en occuper, mais c'est pas, à un moment il faut quand même le faire. Ouais. Parce qu'on peut pas vivre dans un appartement qui fuit, on peut pas, Oui. voilà. Donc c'est que Ouais, des c'est choses clair. où Oui. qu'il faut gérer, genre au moment où ça se présente et où on n'a pas le choix, et ça fait partie du coup voilà, il y a ça, la distance évidemment, mais ça, je pense que de toute façon, ouais, il va y avoir des bons jours, il va y avoir des jours qui vont être moins drôles, mais au niveau moral par exemple, mais voilà, il faut faire avec. Oui, puis on Et grandit aussi comme ça. C'est aussi Exactement, ça fait ouais. partie de l'apprentissage, hein. L'université, c'est pas que pour les cours. Donc voilà. Bah, écoute, super. Je crois que là, j'ai eu plein de réponses hyper intéressantes et c'est bien d'avoir ta version en plus et puis d'avoir ta version en plus, comme tu dis, Covid sur place. Donc, c'est vraiment chouette. Merci beaucoup d'avoir répondu. Bonne continuation. Et puis, si jamais j'ai d'autres élèves qui ont d'autres questions un peu plus précises auxquelles je n'ai pas pensé, peut-être que je te recontacterai. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Salut Louise. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager et à vous abonner à ma newsletter où une fois par mois, je partage des informations sur l'orientation et je vous invite à des ateliers gratuits avec des thèmes très utiles pour vos enfants. À bientôt!